Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Christian, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ziad Khoury. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur sécurité et sûreté de l'Euro 2016 SAS. Alors peut-être à quelques jours maintenant de l'échéance, l'événement va commencer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le dispositif de sécurité mis en place? D'abord, on est prêt pour l'événement. Mais vous savez, tant que ça n'a pas eu lieu, on n'a rien fait. Donc il y a toujours une part d'aléa. On a beaucoup travaillé dessus. Ça fait plusieurs années, depuis le dossier de candidature, mais ça s'est accéléré ces 2 dernières années. Donc le dispositif de sécurité est un défi d'abord. C'est-à-dire que c'est le plus gros dispositif de sécurité que nous allons mettre en place, côté public comme côté privé, de toute l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui dure longtemps. C'est un événement permanent, entre les matchs, entre les entraînements. Maintenant, tout est hyper inflammable. Et c'est un événement qui concerne toute la France. J'ai plan de plus de 110 sites à sécuriser. Il y a les stades, mais il n'y a pas que les stades. Et donc, il faut trouver le moyen de gérer tout ça de façon très homogène avec l'État et puis en s'appuyant sur les ressources existantes qui sont contraintes. Donc, le processus pour chaque site officiel, parce que c'est la loi qui nous le demande à nous, organisateurs, est de veiller à la sécurité non seulement du public, mais à la sécurité du site. Donc ça peut être les joueurs dans les hôtels, ça peut être les différents publics admis dans les stades, les médias, etc. Et puis l'État, lui, vient pour assurer la sécurité dans le domaine public ou dans des fonctions spécialisées. On a signé un protocole avec l'État. C'est la première fois que ça existe pour un euro, un protocole sur la sécurité qui a été signé en septembre 2015. Donc tout s'est mis en place progressivement. Les concepts, la stratégie sont uniques. Il n'y a pas 2 concepts, côté public, côté privé. Les équipes sont en place sur le terrain, travaillent sur le détail. Jusqu'au bout, il y a des détails à régler. Mais voilà, les choses sont là. C'est un vrai défi parce que l'événement le commande, parce que la situation est particulière aussi. Mais pour autant, nous sommes confiants. Combien de personnes vont être mobilisées, par exemple, en termes humains sur ce dispositif national ? Pour la sécurité en tant que telle, sur un stade par exemple, vous avez plus de 1000 personnes pour l'organisateur qui concourent à la sécurité directement. En réalité, la sécurité c'est transversale, tout le monde a sa part dedans. Mais on a en moyenne 900 stadiers pour un stade, des volontaires qui aussi aident à orienter, contrôler, informer le public, le secourisme, le médical, etc. Le chiffre global c'est 10 000 personnes, avec c'est à l'écran de base. Si on tient compte du turnover, du fait que certaines missions sont H24, c'est plutôt proche de 15 000. Donc on est là sur le secteur événementiel de la sécurité privée. On capte beaucoup de ce secteur et donc c'est un dispositif très important. Du côté public, toutes les ressources sont mobilisées parce qu'il y a aussi les fan zones, il y a aussi un certain nombre de transports, etc. Et donc finalement, c'est la qualité de l'analyse des risques, la solidité du dispositif et sa capacité à être proportionnée qui font qu'on arrive à adapter les choses d'une façon conforme aux moyens disponibles. Alors il y a eu quelques mois, il y a eu un exercice de gestion de crise qui a été conduit par l'État dans la préparation de l'euro. Et je voulais revenir sur justement l'analyse, le partage que vous faites dans la décision. Par exemple, si un événement se produisait, de maintenir ou de ne pas maintenir un match, ou n'importe quelle décision, je dirais, de type gestion de crise. Comment le partage se fait entre l'organisateur sportif et l'État ? D'abord, des exercices, on en a fait partout. Le principe, c'était que sur chaque stade, il y aurait des exercices terrain et des exercices en salle. Et on en a fait aussi au niveau national. Il y a un cadre législatif qui est clair. Il y a une pratique en France aussi. Le défi, c'est d'amener les organisations sportives, notamment l'UEFA, parce que la Fédération française connaît mieux cela, à conjuguer leurs exigences sportives avec les exigences réglementaires. Parce que la crise, c'est quelque chose de protéiforme. Pour avoir une crise sportive qui ne va pas tellement gêner l'État, mais qui va être importante pour le monde sportif, pour avoir une crise de sécurité. Donc il n'y a pas de règle type. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une confiance réciproque et qu'il y ait un travail préparatoire commun, parce que c'est le facteur humain qui fait la réussite de la gestion d'une crise. Si les gens se connaissent bien et se font confiance, notamment dans les PC, que ce soit les PC des stades où nous serons ensemble, ou les PC centraux où nous serons aussi ensemble, parce que moi j'aurai quelqu'un au centre interministériel Beauvau, et inversement, quelqu'un de l'État viendra à notre centre de gestion. Donc tout peut aller très vite et tout peut se conjuguer très vite parce que l'information sera échangée en permanence. Après, sur le qui fait quoi, il n'y a pas de réponse type. En plus, même quand il y a une réponse type sur le papier, l'expérience montre que quand on gère une crise, ça ne se passe pas forcément comme ça. Il faut aussi un peu de souplesse, un peu de bon sens, etc. Mais c'est la coordination qui est le cœur, au sommet et sur le terrain, parce qu'il faut aussi passer les messages. C'est pour ça qu'on a choisi des sociétés et des professionnels, non pas les moins chers, mais ceux qui étaient les plus adaptés.
Donc je ne peux pas vous faire une réponse type à cela. Si on prend le cas d'un match, et moi j'étais au Stade de France quand il y a eu, par exemple, le 13 novembre, si on prend le cas d'un match, évidemment, il y a des processus où quand on passe en mode crise, le préfet prend la main, tout le monde se met à disposition, mais on travaille ensemble. Et après, on regarde comment ça fonctionne. Les plans sont là, mais simplement, les situations sont tout à fait atypiques. Il peut intervenir plusieurs situations complexes à gérer, hein, c'est ce que vous venez d'expliquer. On pense également à la menace terroriste qui est extrêmement présente, elle est dans toutes les têtes. Comment est-ce que vous avez aujourd'hui anticipé ce qui pourrait éventuellement se passer et quelles sont les réponses que vous pouvez apporter? Bon, d'abord, il y a une cellule d'analyse des risques qui est dédiée à l'euro, au ministère de l'Intérieur, et qui partage avec nous les informations qui nous sont utiles. Donc quotidiennement, il y a un point qui est fait. Aussi, ça donne une indication sur le niveau de mesures de sécurité qu'on met en œuvre, parce que les curseurs peuvent un peu évoluer. Le niveau est déjà très élevé au départ, donc ça c'est un premier type de réponse. On a identifié des équipes sensibles, des matchs qui peuvent être sensibles, mais de façon générale, sur le terrorisme, on a aussi prévu des moyens de réponse immédiats. Sur les stades, par exemple, il y a des groupes d'intervention qui sont là, qui peuvent réagir. Il y a un mixte entre stadiers et policiers aux accès extérieurs aussi pour une réaction rapide. Nous, on a prévu, en complément de ce que fait l'État, des moyens cynophiles, par exemple, de détection d'explosifs pour les véhicules, etc., etc. Il y a des équipes de déminage qui sont là, présentes aussi. Il y a un double périmètre de sécurité. Donc, j'allais dire, d'une certaine manière, tout est là pour assurer la tranquillité et la confiance du spectateur. Après, le terrorisme, aujourd'hui, est très aléatoire. Les modes opératoires, suicides, des modes d'action immédiate, etc., font que, évidemment, tout ne peut pas être anticipé, si ce n'est par le renseignement et la qualité du travail des services de l'État. Pour les infrastructures sportives, les sites officiels, les choses sont relativement bien balisées. Après, il y a le reste de la société, parce que le risque de l'euro, ce n'est pas forcément l'euro en tant que tel, c'est aussi le moment de l'euro, qui peut être une caisse de résonance. Maintenant, l'euro n'est pas plus exposé que tout autre grand événement ou petit événement. Les attentats qui ont eu lieu ne visaient pas des grands événements. Les sociétés sont exposées, pas seulement la France. Donc il faut vivre avec ce risque, être très vigilant, mais il ne faut pas penser qu'il y a un lien forcément entre un grand événement et puis la survenance de telle ou telle situation. Alors, vous avez parlé de la mobilisation et de l'usage que vous allez faire du secteur de la sécurité privée. Est-ce que, globalement, vous êtes satisfait de la réponse que vous a apporté ce secteur en France? Et je faisais un petit comparatif, je voudrais faire un petit comparatif avec ce qui s'est passé il y a quelques années, et on s'en souvient au Royaume-Uni, au moment des JO, où le secteur privé avait été défaillant et finalement les Britanniques ont eu recours à l'armée. En France, est-ce que dans les mois qui ont précédé l'euro, vous avez fait appel avec des appels d'offres à de nombreux prestataires privés, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de ce secteur? Ma première priorité quand je suis arrivé, ça a été de regarder quelle serait la réponse du côté secteur privé. Donc on a eu des instances de dialogue qui ont été mises en place. Il y a aussi des réformes réglementaires qu'on a stimulées et l'État s'est bien engagé là-dedans. Donc on a dit à la profession de quoi on aurait besoin avec le sens de l'anticipation. Début 2015, nos besoins étaient exprimés, les consultations étaient publiques. Un an avant, les sociétés étaient choisies. C'est ce qu'elles demandaient pour pouvoir bien se préparer. Parce qu'on partait d'une situation où le secteur n'avait pas le format nécessaire pour répondre à la demande. Ce qui est normal, puisque la demande est exceptionnelle, mais il avait le temps de se préparer. Évidemment, le processus a été compliqué par différents facteurs. La demande de sécurité accrue de la société en général. Je rappelle qu'on est en état d'urgence. Les demandes concernant les fan zones qui se sont accrues. Et puis aussi certains prestataires qui ne souhaitaient pas s'engager. Notamment sur les fan zones, etc. Donc voilà, tout ça conjugué au manque de lisibilité du secteur, puisque en fait, il y a des viviers, mais ce n'est pas des viviers captifs forcément, donc à l'arrivée, on ne sait pas exactement où chacun ira travailler, font que la situation est incertaine et le restera jusqu'au jour J, mais nous sommes assez confiants, parce qu'on a fait tout ce travail en amont, et effectivement, le secteur a bien répondu. Quand on a fait des consultations, on a toujours eu plusieurs réponses sur chaque lot. On a eu la possibilité de choisir, on a choisi d'abord des sociétés de proximité en général, et des sociétés qui ont une compétence événementielle, football ou pas. Et donc on a eu la capacité, sauf dans des exceptions, sur le sud-est parfois c'était un peu difficile, ou sur certains secteurs, mais on a eu la possibilité d'avoir des professionnels en nombre et en qualité. Maintenant ça c'est sur le papier, à l'arrivée tout ne sera pas parfait, mais moi je suis confiant pour que les choses se passent bien. Donc on pourra dire que pour la sécurité privée, il y aura un avant et un après l'euro quand même, parce que il y a un CQP événementiel qui s'est créé, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites,
Donc ça va être aussi une vitrine pour la profession, une vitrine pour la France, notre savoir-faire. Et donc je pense que ça leur fera passer un palier. C'est un secteur qui a beaucoup évolué. Il y a la formation qui est en train de s'améliorer. Il y a eu une meilleure professionnalisation. Il y a toujours du turnover. Donc ce n'est pas un secteur facile. Mais je pense que ça va l'aider à continuer à grandir, puisqu'on sait très bien que l'avenir de la sécurité privée va aller croissant. Ziad Khoury, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est donc la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. On se retrouve dans 15 jours avec notre prochain invité qui sera José Rodrigue dos Santos, écrivain et journaliste, notamment présentateur du 20h au Portugal et qui reviendra avec nous sur ce qui se passe dans la tête des djihadistes, le thème de son dernier ouvrage. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.